un jet de pierre du Parlement fédéral belge, un bâtiment édifié en 1785, l'Hôtel des Finances. Par centaines, carrosses, calèches et fiacres ont franchi les pavés de ce porche, déposant leurs illustres passagers en visite à cet hôtel particulier. C'est que résidait ici, à la fin du XVIIIe siècle, le plus grand banquier des Pays-Bas autrichiens, Eduard Walkers. Accueillis par un double escalier d'honneur en marbre blanc, les visiteurs de marque devaient en monter les marches pour accéder aux luxueux salons situés à l'étage. L'espace de l'escalier, c'est toujours un espace extrêmement important dans les palais et les hôtels particuliers de luxe du XVIIe, XVIIIe siècle. On se situe vraiment à la jonction entre la tradition baroque et le néoclassicisme. C'est un escalier qu'on dit à l'impérial, donc je dirais la forme la plus luxueuse, qui a l'ampleur la plus grande dans la tradition baroque. Une volée centrale qui va jusqu'à un repos et qui se dédouble en deux allées perpendiculaires latérales. Par contre, si on regarde tous les détails, là, on est déjà pleinement dans le vocabulaire néoclassique. Vous avez des petits piliers avec des rudentures, vous avez cette très très belle frise avec des rinceaux, des feuilles de chêne qui sont typiques de cette époque. Et alors maintenant, un escalier en marbre, c'est devenu un petit peu banal, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, cet escalier qui est entièrement fait en marbre de Carrare, eh bien, ce marbre, il faut le descendre jusqu'à la côte, on l'embarque dans un voyage de plusieurs milliers de kilomètres jusqu'ici, donc c'est, je dirais, une somme de travail, une somme d'énergie vraiment énorme pour arriver à cette réalisation. À l'étage, 3 salles en enfilade. Une statue de Minerve semble en garder l'entrée. Minerve, porteuse de lumière, déesse de la guerre et des arts. Lui tournant le dos, une œuvre plus intime. Une petite dame en marbre de Carrare, muse ou poétesse, merveille de photogénie, de charme, de vie et de douceur. Ici, à chaque pas, se côtoient l'officiel et le privé, le public et le familier. On est ici dans le vestibule, qui est un espace de transition, un espace de filtrage. C'est d'ici qu'attendent les laquais, qu'attendent les valets, qu'attendent les fournisseurs. Et puis, par contre, les personnes de rang supérieur, elles passent directement dans le cœur des appartements d'apparat. C'est un espace qui, en général, n'a pas de cheminée, parce qu'on considère qu'il n'est pas nécessaire de mettre une cheminée d'apparat et de chauffer, je dirais, de manière importante ce lieu où attendent les personnes de rang, disons, inférieur. Et donc son chauffage, en général, est assuré plutôt par un chauffage d'appoint, une sorte de poêle qui permet de couper le froid venant de l'extérieur, puisque le vestibule se trouve évidemment directement à côté de l'entrée. Après la Révolution de 1830, le jeune État belge racheta le bâtiment. Et dès 1836, celui-ci devint la résidence officielle du ministre des Finances. Cet escalier majestueux et l'ampleur des lieux, le volume que l'on retrouve ici, peut-être un peu moins d'un tiers du volume global du bâtiment, démontre bien qu'on est dans un hôtel de finance ou un hôtel des finances. C'est un lieu qui a été le lieu de banquiers privés à la fin du XVIIIe siècle, je pense à la famille Walkers. Et puis quelques années après l'indépendance, en 1836, le ministre des Finances s'est installé dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel des finances. Depuis, les ministres successifs n'ont pas quitté ce lieu, sauf pendant des périodes de rénovation, comme au début des années 2000. Donc ici se retrouve finalement tout le monde financier belge régulièrement, mais se retrouvait précédemment tout le Conseil des ministres, tous les ministres belges, autour d'une table qui se trouve dans la pièce voisine.
Alors voilà finalement le genre de disposition des lieux pour, au XIXe siècle, des réunions d'un Conseil des ministres ou aujourd'hui des réunions de collaborateurs qui viennent dans de très nombreux groupes de travail parler des mesures fiscales que l'on peut prendre. Comme peut-être au XIXe siècle, on a imaginé ici la taxation sur les fenêtres. Alors vous voyez régulièrement dans nos villes, dans nos villages, des fenêtres qui ont été murées. Elles étaient murées pour éviter de payer la taxe. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez des miroirs derrière moi. Ce sont des miroirs qui évitaient de devoir installer des fenêtres vers l'extérieur et donc de payer, bien entendu, cette taxe sur les fenêtres. Je suppose que c'est une économie qui a été faite du temps des banquiers et je l'espère pas du temps des ministres des Finances. Une salle de réunion occupée au quotidien par les collaborateurs du ministre, sous les regards croisés et très impressionnants de deux souverains belges disparus. Celui de Léopold II, buste colossal en bronze signé Thomas Vinsotte. Lui faisant face, son neveu, à l'âge de 21 ans, le prince Albert, futur Albert Ier, roi au destin tragique, troisième roi des Belges. Voilà pour l'aspect officiel, pour ne pas dire grave, pesant, un peu impersonnel de la pièce. Quelques détails pourtant me font subitement basculer vers son côté intime et familier. Deux délicates coupes en faïence de style Renaissance italienne et une pendule au temps définitivement figé. Rare vestige de son luxe passé qui devait être grandiose. Donc, pendant longtemps, la cheminée, c'est l'élément qui a la décoration la plus soignée, la plus importante. C'est aussi souvent au-dessus de la cheminée qu'on place le miroir, qui à l'époque est un élément de grand luxe. Alors ici, c'est vraiment un artisanat typique de l'époque néoclassique avec ces chapelets de petites perles. Ici, un motif central extrêmement fin, extrêmement fouillé. C'est ce qu'on produisait de plus soigné dans les anciens Pays-Bas autrichiens. Autre signe de son faste d'antan, le plafond, qui a donné son nom à la salle, devenue par sa couleur particulière, le salon rose. Une pièce qui, de manière globale, a une apparence et une décoration 18e, mais il ne faut pas oublier que ce genre de pièce est fait d'une superposition, je dirais, de strates d'interventions successives. Et donc si on prend le plafond, par exemple, qui date de la première moitié du 19e siècle, les bas-reliefs datent également du 19e siècle, les appliques qui sont très belles sont également ultérieures. Et donc finalement, on a une pièce qui a à la fois un aspect global 18e siècle, mais qui est également composite. Et ça, je dirais, c'est une culture qui est typique du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, où finalement les différents intervenants avaient une formation qui était en grande partie fondée sur l'étude du passé, et donc étaient extrêmement capables de pouvoir s'intégrer dans un ensemble ancien de manière harmonieuse. On entre ici dans une pièce de réception. Très souvent, des réceptions, dès lors, ils sont organisées, mais en particulier des réceptions où on remet des décorations à des hôtes étrangers ou à des Belges qui ont marqué particulièrement le monde de la finance ces dernières années. Mais c'est aussi une salle à manger. Pour des déjeuners, des dîners, il y a eu pas mal de débats avec des responsables du monde de la finance autour de cette table. Et puis enfin, on organise la signature de traités, de conventions internationales. La table est alors beaucoup plus proche du mur, et sur le mur, on retrouve le portrait des souverains, du roi et de la reine. C'est la tradition au département des finances. Les conventions internationales sont signées d'une certaine façon sous le regard du roi et de la reine. Traditionnellement, depuis le XVIIe siècle, les appartements d'apparat s'organisent autour de ce fameux principe de l'enfilade, donc l'alignement de toutes les portes selon le même axe, c'est-à-dire l'idée finalement que le visiteur, dès qu'il entre, d'un seul coup d'œil, peut avoir une idée de l'ampleur de l'ensemble des appartements d'apparat. Les murs sont recouverts de boiseries, signe qu'à l'époque, l'Europe vivait une période glaciaire.
Le bois servait d'isolant et permettait d'écarter le froid qui était intense en cette période de domination autrichienne. Un bouleversement urbanistique sans précédent commençait à produire ses effets suite à la décision prise par le pouvoir autrichien de construire un grand parc royal. Un parc entouré de rues rectilignes, dont l'actuelle rue de la Loi, qui n'était encore qu'une rue sans nom. L'architecte qui a construit le parc et qui va aménager les rues aux alentours, l'architecte Guimard, va avoir l'idée de faire construire un grand palais, un palais en forme de U, qui servira en réalité au Conseil souverain de Brabant et plus tard au Parlement fédéral. Et à partir du moment où on va faire construire ce bâtiment, la rue va prendre de l'essor et l'architecte Guimard va dessiner des plans qui vont mettre en relief de nouveaux bâtiments, dont le futur hôtel des Finances. C'est la première fois que le gouvernement central entreprend une opération d'une telle ampleur. C'est une ampleur gigantesque par rapport aux moyens qui existent à l'époque. Le caractère urbanistique domine pleinement la volonté des propriétaires. Donc toutes les façades sont conçues de manière unitaire par cet architecte, Barnabé Guimard, et finalement les propriétaires n'auront qu'à construire derrière ces façades préconçues l'intérieur qui leur convient. Donc c'est une opération, je dirais, qui a cette dimension de bien public et en même temps qui est extrêmement ambiguë puisqu'elle est imposée par le pouvoir public qui lui-même ne veut pas y dépenser un franc et donc qui va très fortement solliciter, on peut dire même forcer toute une série d'institutions et de particuliers à investir des sommes considérables pour réaliser l'environnement de ce nouveau quartier. Et le pouvoir de l'époque, le pouvoir autrichien, va se tourner vers ceux qui ont beaucoup d'argent, les abbayes. C'est l'abbaye Sainte-Gertrude de Louvain qui va être mise à contribution. Toutefois, l'abbaye va vite être dépassée par l'ampleur des travaux et par le coût que ces travaux représentent, et elle va être obligée de céder les terrains à M. de Walkiers, un banquier bruxellois bien connu de l'époque, et qui va construire l'hôtel. C'est une famille de banquiers qui gère les finances des Autrichiens. C'est la grande banque privée Donettine, et cette famille est donc très en cours auprès de Vienne. Édouard de Walkiers, le constructeur de cet hôtel lui-même et le fils aîné de la famille, s'apprête à reprendre les affaires, et puis nous sommes dans les années 1780, il est gagné par un sentiment qui touche beaucoup de personnes à l'époque, c'est le sentiment révolutionnaire. La Révolution française approche et il a beaucoup d'argent, donc il va financer des activités révolutionnaires à Bruxelles. Il va devoir s'enfuir en France, il va notamment préparer l'invasion de la Belgique par les troupes françaises. Mais tout ça coûte beaucoup d'argent et malgré qu'il aide les révolutionnaires, le gouvernement français ne l'apprécie pas trop. Il est quand même proche des Autrichiens, où il l'a été, c'est le milieu financier, il n'est pas spécialement apprécié par les révolutionnaires français, et il sent que les choses tournent mal, et il va vendre son hôtel. Mais il va le vendre à sa sœur, donc ça reste malgré tout de la famille, et lui va connaître pas mal de vicissitudes, puisqu'il sera accusé d'espionnage par le gouvernement français, il sera déclaré en faillite, et comme il va continuer ses activités révolutionnaires, ça va rejaillir sur la famille, et en 1810, la famille de Walkiers est obligée de vendre l'hôtel, qui a été saisi d'ailleurs, et qui passe alors entre les mains de différents particuliers. Autant de personnalités qui se succédèrent sous le lustre du Grand Salon. On y vit le duc de Wellington, grand vainqueur de Napoléon, le roi d'Angleterre, George IV, les ambassadeurs britanniques, et plus tard, le roi Guillaume d'Orange des Pays-Bas. Rien que du beau monde. Le lustre comporte pas moins de 54 feux, qui ont veillé sur les beaux soirs de ceux qui ont habité le lieu. Les guirlandes de cristaux taillés en œufs de pigeon faisaient scintiller la lumière avec laquelle ils prenaient plaisir à jouer. Au XVIIIe siècle, l'éclairage, c'est évidemment un éclairage à la bougie, et donc c'est un éclairage qui vibre beaucoup plus que l'éclairage actuel. Et donc cette vibration de la lumière, évidemment, scintille aussi de manière irrégulière sur chacun des éléments décoratifs, surtout les éléments dorés, qui bougent constamment avec des reflets qui varient, je dirais, de seconde en seconde. Et donc la perception était infiniment moins plate, infiniment moins statique que ce qu'on a actuellement. Sur les consoles Louis XVI, se faisant face, 2 vases en porcelaine de Saint-Pétersbourg.
Des femmes ailées, coiffées de paniers fleuris, leur servent de anse. Sur le premier vase, un ange grave un bouclier à la gloire du tsar Alexandre. Et sur l'encolure ébréchée, une date, 1828. À l'occasion de l'occupation hollandaise, le gouvernement des Pays-Bas a mis cet hôtel à disposition du prince d'Orange, le futur Guillaume d'Orange. Celui-ci a occupé cet hôtel et puis il est parti car il devait aller chercher sa femme, qui était la sœur du tsar Alexandre Ier. Et comme celui-ci apparemment aimait beaucoup son futur beau-frère, il lui a offert deux vases que l'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont dans le grand salon de l'Hôtel des Finances et qui trônent comme deux pièces rares au centre de ce salon. Les vases parvinrent à Bruxelles à un moment charnière pour le pays. Un pays en effervescence, et bientôt en révolution. Au cours de cette révolution, il y a des émeutes violentes dans le parc de Bruxelles, ici en face, et assez miraculeusement, l'hôtel de Walkir s'est préservé. Rien ne s'y passe, alors qu'à l'autre bout de la rue, son homologue est totalement détruit et incendié. Et à partir du moment où la rue de la Loi devient vraiment le centre politique du pays, l'hôtel va vraiment connaître un destin national, puisqu'en 1836, le gouvernement belge va acheter cet hôtel pour le confier au ministre des Finances, qui va en faire sa résidence officielle, résidence qui est toujours la sienne actuellement. Les ministres s'installaient ici avec leur famille, parfois pour très longtemps, parfois pour très peu de temps. Il y a eu de grands noms de l'histoire de Belgique qui se sont succédés dans ce bâtiment, puisque très souvent, au XIXe siècle, le ministre des Finances était aussi le Premier ministre. Et donc, des grandes personnalités telles que Frère Orban, Jules Malou ou Auguste Bernhardt ont occupé ces lieux avec leur famille. Il y avait des scènes de vie de famille assez amusantes à relire au fil du temps. Sur le palier, il y avait un billard qui était assez différent du style Louis XV ou Louis XVI qui caractérise cet hôtel. Et depuis les années 30, le ministre de Mans, par exemple, jouait de temps en temps au billard. Ce billard, tout à fait incongru, a trôné au centre du palier, mais il a disparu dans le courant des années 50. 1918. Le premier gouvernement de la Croix se faisait photographier dans le bureau du ministre des Finances. Sur la cheminée, la pendule en bronze qui aujourd'hui orne le grand salon. Au centre de cette table en marqueterie, un trophée d'instruments de musique entouré de 4 papillons bleus au dessin délicat, symbole de légèreté et de métamorphose. Les bois précieux y sont à la fête, le citronnier, l'orme, le frêne, d'autres encore. Récemment restaurée, cette table a été sauvée de la tentation bureaucratique qui, au fil du temps, s'était invitée en ces lieux. Des lieux devenus lieux de travail, au mépris parfois de la qualité du bâtiment et de son histoire. À la fin des années 50, les ministres ont décidé de ne plus vivre ici. Donc on a beaucoup réduit les pièces de vie pour en faire des bureaux. Et une grande rénovation alors s'est déroulée en 2000-2001, de la toiture jusqu'aux caves, en passant par tous les salons, en installant le chauffage central, la climatisation et tout ce qui concerne la vie moderne. Et cette grande restauration a permis de sauver véritablement l'hôtel. Et aujourd'hui, il est totalement habitable et utilisé pour les fonctions du ministre et pour les collaborateurs du ministre des Finances. On entre ici dans le Salon Bleu, un peu le même décor que les salons précédents, des candélabres au mur, des miroirs un peu partout, mais heureusement, l'absence de porte monumentale sur ce mur permet d'installer des tableaux. Et donc il y a au moins 2 tableaux qui ornent la pièce et qui lui rendent un aspect un peu moins austère, un peu plus agréable. Ce salon a connu des évolutions au fil du temps, beaucoup de réceptions, et puis depuis la dernière rénovation en 2000-2002, ce salon est devenu maintenant mon bureau. En fait, on a fait monter du rez-de-chaussée au premier étage le bureau du ministre des Finances dans une pièce plus lumineuse, donnant sur le théâtre du parc, mais aussi sur le parc royal, ce qui permet parfois d'avoir une vue agréable quand le temps le permet. Le Salon Bleu. Peut-être est-ce la pièce qui a le mieux conservé le cachet Louis XVI de l'hôtel Walkirs.
Ainsi, ces panneaux ornés dans l'esprit des cabinets de Marie-Antoinette à Versailles, avec ses cassolettes, ses urnes et ses sphinx ailés entourés de guirlandes, inspirés des découvertes récentes faites à Herculanum. C'est donc tout un vocabulaire qui est vraiment directement tiré de ce qu'on a pu observer en Italie et de ce qu'on commence à publier évidemment, puisque tous ces voyageurs qui redécouvrent les fresques de l'Antiquité romaine les dessinent, reviennent avec toute une série de recueils qui circulent extrêmement rapidement à travers le monde des architectes et des décorateurs. Le lieu aujourd'hui a retrouvé sa splendeur. À croire qu'il en fut toujours ainsi et que l'hôtel avait pu résister à l'usure du temps. C'est oublier que le bâtiment traversa des heures extrêmement noires et que, devenu un grand corps malade, un jour se posa la question de sa survie. Le constat était accablant. L'état finalement d'insalubrité, parce qu'on y trouvait des pigeons dans les étages. Et donc les étages n'étaient plus du tout occupés. Je crois qu'ils avaient été abandonnés en 1996. Et les greniers, d'ailleurs, étaient toujours à l'état de véritables greniers, sans aucune espèce d'aménagement quelconque. Et donc on se retrouvait avec des pigeons dans les étages du bâtiment. Puis ici, pratiquement tout était noirci et un peu à l'abandon. Ici, dans le quartier de la rue de la Loi, il y a plusieurs bâtiments qui partaient à volo. Et je crois que c'était un des choix à un moment donné de se dire que fait-on? Ou bien on essaye de trouver d'autres occupants, enfin rue de la Loi c'est quand même un peu compliqué à côté du Parlement, ou bien on se dit on va essayer petit à petit de regrouper autour du Parc Royal des services publics et si possible un certain nombre de cabinets des différents ministres. Donc moi le but c'était vraiment de rénover l'immeuble pour qu'on retrouve l'espace qui était habité précédemment comme un hôtel privé à l'état finalement de ce qui était l'état du XVIIIe siècle. Et le choix, c'était de se dire, ça n'a de sens de maintenir une implantation pour un ministre, comme le ministre des Finances, que s'il peut être évidemment entouré au moins d'une équipe qui permet de travailler sur les dossiers qui viennent au gouvernement. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir installer quand même quelques dizaines de bureaux. Et c'est cet équilibre-là qu'il a fallu trouver, se dire, on rénove, on garde ce lieu comme un lieu de réception, de réunion, de déjeuner, de dîner. Ce sont des salons d'un hôtel privé finalement. Mais on installe dans les étages les dizaines de bureaux permettant de réellement avoir des collaborateurs dans des conditions modernes, efficaces, avec tout l'équipement nécessaire pour fonctionner. Familiers, d'hier ou d'aujourd'hui, les objets expriment les penchants de leurs propriétaires, mais aussi leur manière d'apprivoiser le bâtiment et leur manière d'habiter. Il y a un peu deux types de relations. Et d'abord la relation, j'aurais tendance à dire aux vieilles pierres. Mais ça, c'est une relation très personnelle. Je préfère rénover une ancienne maison, rénover des bureaux dans un bâtiment comme celui-ci, dans l'Hôtel des Finances, que de réellement lancer de grands projets de nouvelles constructions, même s'il a fallu le faire aussi. Donc ça, c'est un peu un goût personnel. Je trouve dommage d'avoir un certain nombre de lieux qui ont une histoire, de lieux du patrimoine finalement, et de ne pas tenter de les réhabiliter pour leur donner une existence. Donc ça, c'est une tradition dans le comportement, mais j'aime beaucoup cela. Et puis la deuxième chose, c'est une vie, petit à petit, qui s'installe. Parce qu'au début, je n'avais pas une relation particulière avec cet hôtel. J'y étais venu d'ailleurs dans les années 80 comme collaborateur. J'avais participé à des réunions dans des lieux pas très adaptés. Mais ici, ça fait maintenant une dizaine d'années que tous les jours, pratiquement, j'arrive dans ces lieux, j'arrive dans ces bureaux, et puis je les fais vivre. Je veux dire par là que de plus en plus, les réunions ont lieu ici, les déjeuners, les dîners même, ont lieu ici, plutôt que de me retrouver quelque part en ville. Et donc c'est devenu, non pas une deuxième maison, parce qu'on sait très bien que c'est un bureau et c'est un lieu de travail, mais c'est quand même un environnement que petit à petit j'ai tenté d'apprivoiser. Toute l'histoire financière, monétaire et politique du pays s'est jouée dans cet hôtel. Depuis la consolidation du franc belge jusqu'à l'introduction de l'euro, des crises financières aiguës aux réformes fiscales. L'Hôtel des Finances, témoin privilégié de l'histoire d'une ville et d'une nation, un lieu où l'on se réunit, où l'on travaille, où l'on négocie, parfois durement, mais aussi, et depuis toujours, un lieu de vie. J'y ai même entendu quelques rires.